De l'esclavage à grande échelle, presque sous nos yeux, un demi-million de Ouïghours jetés dans des champs de coton en Chine, forcés d'y travailler dans des conditions inhumaines. Bonsoir Laurence Defranou. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération. C'est une grande enquête que vous révélez en exclusivité dans votre journal, en partenariat avec la BBC et le journal allemand Süddeutsche Zeitung. On y découvre donc l'esclavage et la persécution d'une ethnie, les Ouïghours. Qui sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ethnie? Les Ouïghours, c'est un peuple turcophone, musulman, qui est très ancien, l'histoire remonte à plus de 1000 ans, ils étaient organisés en sultanat, et vous savez, c'est vraiment l'Asie centrale, on est là à 3000 km de Pékin, et c'est toute l'histoire de l'Asie centrale avec les invasions, et toute une culture très importante, beaucoup de poésie, de littérature. Les Ouïghours, leur langue s'écrit en caractère arabe, elle est très proche du turc, une culture très forte, et au moment de la Chine populaire en 1949, leur territoire a été intégré à la Chine. Et longtemps, ils sont restés en semi-autonomie, mais depuis quelques années, le régime a décidé de les siniser, et voire même de les mater. De siniser, assimiler à la culture chinoise. Voilà, oui, pour éviter tout risque en fait d'éclatement de la Chine, comme a éclaté l'URSS auparavant. C'est une grande peur du Parti communiste chinois. Donc pour ça, il y a toute une campagne qui est faite pour les assimiler de gré ou de force, mais plutôt de force en fait. Ils sont là depuis 1000 ans, vous le disiez. Il y a d'autres musulmans en Chine. Oui. Ils ne sont pas tous attaqués, persécutés. Alors, au Xinjiang, il y a tous les peuples turcophones musulmans. Donc le Xinjiang, voilà, on va voir la carte, hein, on est vraiment dans le nord-ouest de la Chine, le petit enclave qu'on a vu en rouge. Donc le Xinjiang est une très très grande région, puisqu'elle est grande comme 3 fois la France, frontalière avec 8 pays, elle regorge de ressources, de matières premières, de soleil, et c'est une région vraiment stratégique pour la Chine, et elle est occupée donc par à peu près 12 millions de ces musulmans qui sont ouïghours en majorité, mais aussi kazakhs, kirghizes ou tadjiks. Et les fameux lieux où les routes de la soie doivent partir. Voilà. Alors donc, dans les anciennes routes de la soie, oui, passaient par là. C'était vraiment un carrefour commercial de l'Asie centrale, très important. Et les nouvelles routes de la soie, qui sont un projet très important lancé par Pékin, qui est un projet à la fois commercial, de développement, d'infrastructure, mais aussi d'influence, doit passer par là, puisqu'on est vraiment au cœur de l'Asie centrale. Comment se traduit cette répression du peuple ouïghour? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a frappé lors de votre travail qu'on peut lire aujourd'hui dans votre journal? Déjà, ça l'a fait en fait depuis 2016 qu'il y a une campagne vraiment inouïe de répression. Elle se traduit comment? Elle se traduit par un enfermement massif de centaines de milliers de personnes. On estime à plus d'1 million de personnes qui ont été envoyées en camp de rééducation sur des durées de 3 mois, 1 an, 2 ans. Donc, ces fameux camps de formation, dit de l'autorité chinoise. Alors au début, Pékin a nié, a dit qu'ils n'existaient pas. Après, il a dit en fait, ce sont des centres de formation. Et on a eu des preuves de ces constructions de centaines d'endroits, et avec des déplacements massifs de population. Et on a eu cet été, Libération a eu un témoignage très important d'une femme qui a été enseignante dans un de ces camps et qui racontait véritablement l'horreur que c'est, puisqu'il y a des exactions, des viols, des maltraitances terribles. Et parallèlement à ça, il y a une politique qui est menée officiellement d'entrave aux naissances. Et ça, c'est très important parce que c'est un des critères des génocides, tel que le reconnaît les Nations Unies. L'entrave aux naissances, ça veut dire en gros stériliser de force une partie de la minorité ouïghour pour, finalement, certains parlent carrément d'effacement programmé. Oui, c'est un effacement de la culture programmée. C'est-à-dire qu'il y a aussi il y a des quotas maximum de naissances, par exemple, qui sont donnés pour des cantons. Donc les femmes il y a des campagnes pour leur mettre des stérilés. Moi, j'ai parlé à une femme, on lui a mis un stérilet de force, et elles étaient toutes convoquées, elles étaient des centaines à attendre pour que le stérilet soit mis, avec après des vérifications tous les 15 jours pour voir qu'elles ne l'enlevaient pas. Il y a vraiment une campagne comme ça très, très organisée, et aussi de séparation des familles. Donc pendant que les parents sont en camp ou en travail forcé, les enfants sont en pensionnat. Et là,
on leur fait oublier leur langue, oublier leur culture, oublier leur religion. Avec une sorte de lavage de cerveau. Un véritable lavage de cerveau, oui. Raphaël Glucksmann, eurodéputé à la pointe du combat pour la cause ouïghour, parle de pire crime contre l'humanité du XXIe siècle. Est-ce qu'on peut parler de génocide ? Alors le génocide, donc, je vous disais, l'entrave aux naissances est un des critères de génocide. On peut parler de génocide culturel. Ensuite, pour ce qui est de génocide, c'est à la justice d'en décider. Quelle est la réaction de la communauté internationale parce qu'on en entend assez peu parler. En tout cas, on a peu d'écho du côté de l'Occident. Pendant longtemps, il y a eu très très peu de choses, mais vraiment très très peu. Comment on explique ça ? C'est quoi, de l'indifférence ? C'est quand même, c'est un peuple inconnu, enfin jusqu'il y a très peu de temps qui est inconnu de l'Occident. C'est très loin, ce sont des musulmans en Chine, et on fait face aussi à une propagande très importante de l'État chinois qui ne cesse de produire des vidéos où les Ouïghours dansent, s'amusent en disant que tout va bien. Ou alors ils parlent de terrorisme, hein, parfois. Ou bien, voilà, parce qu'il y a eu des troubles au Xinjiang. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de révoltes, et il y a eu des Ouïghours, oui. Et en 2009, il y a eu des émeutes, et à partir de là, vraiment, ils ont décidé de mater la rébellion. Et donc, il y a eu des séries d'attentats qui ont été menés par une poignée d'extrémistes ouïghours, et ça justifie en fait la répression de la totalité de la population. Comment mettre davantage la pression sur la Chine, puisqu'on voit qu'aujourd'hui rien n'est fait, en tout cas au niveau européen et occidental. On a vu des tribunes d'intellectuels, on voit évidemment vos enquêtes. Il y a eu du boycott aussi de personnalités qui est en train de se développer. Je pense notamment aux footballeurs, puisque c'était il y a quelques jours au footballeur Antoine Griezmann, voilà, qui a officialisé la rupture de son partenariat avec Huawei, qui est un opérateur, un fabricant de téléphone. Un des géants chinois de la télécommunication chinoise, oui. Et ce qu'a fait Antoine Griezmann est très important. Pourquoi il a rompu ce partenariat ? Parce qu'en fait, dans un des documents de Huawei, il a été vu qu'il avait été testé en 2018 un système qui permettait de déclencher une alerte ouïghour, c'est-à-dire que la reconnaissance faciale est très développée. Le Xinjiang sert un peu de laboratoire pour le contrôle policier high-tech. Et Huawei a fait une phase de test pour lancer une alerte ouïghour qui permettait, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ressemble, c'est des critères raciaux, à un ouïghour, ça déclenche une alerte à la police. C'est efficace, ce genre de boycott, ce qu'a fait oui, c'est très important. C'est très important. Et le fait qu'il l'ait fait si vite, parce qu'il a été alerté deux jours plus tôt, et qu'il ait rompu aussi rapidement son partenariat, on imagine que ça a un coût financier. Ça montre aussi que l'information commence à passer et que le sujet entre dans le débat public, et ça c'est très important. Et puis bien sûr, les marques aussi pourraient probablement s'emparer du sujet, puisqu'on découvre dans votre enquête que 20% du coton mondial provient de cette province-là, de Chine, et que du coup la plupart des vêtements que l'on porte, made in China, proviennent de ces camps de travaux forcés. Merci à vous, merci encore Laurence Defrano, journaliste à Libé. On peut lire votre enquête encore aujourd'hui dans Libération. Tout de suite, C'est dans l'air, une émission consacrée à Emmanuel Macron qui a pris tout le monde de court hier. Le président de la République a proposé un référendum pour inscrire le climat dans la Constitution. C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron, Jadot, Hidalgo, à moi les Verts. Bonne émission à vous.